On va en venir à notre entretien vérité avec le professeur Raoult. Juste avant, pour ceux qui le connaissent, mais qui le connaissent pas vraiment, qui ne le connaissent pas vraiment, les trois faits marquants. Les trois faits marquants, on va rappeler ce qu'a été la vie, ce qui est ce professeur Raoult, pour ceux qui ne le connaissaient pas avant cette épidémie. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Trois faits marquants à avoir en tête lorsqu'on parle du professeur Raoult. Baptiste, quel est le premier ? Le premier, c'est que c'est un destin de famille. Dans la famille Raoult, la médecine est une tradition. Son arrière-grand-père, Paul Legendre, était infectiologue comme lui. Figure médicale du 19e siècle. Son père a été médecin militaire avant de travailler pour l'OMS. Didier Raoult, lui, en fait, est un rebelle lorsqu'il est jeune. À 16 ans, il décide tout simplement d'arrêter le lycée. Il quitte l'école et pendant 2 ans, il va aller travailler sur un navire de la marine marchande. À son retour, il prend la décision de passer le baccalauréat en candidat libre, mais pas un baccalauréat scientifique, non, un baccalauréat littéraire. Et puis, finalement, il va revenir à cette bonne vieille tradition familiale de la médecine. Il va faire ses études de médecine et il va choisir de devenir infectiologue, comme son arrière-grand-père. Et le deuxième fait marquant ? C'est sa réussite. Didier Raoult va collectionner les découvertes de virus et les récompenses. En 2003, il découvre le premier virus géant qu'il appelle Mimivirus. Il découvrira aussi le premier virophage, c'est un système immunitaire dans un virus, la plus grosse bactérie, la plus grosse archée, un être vivant constitué d'une seule cellule. Il sera aussi le premier à réussir à cultiver la bactérie responsable de la maladie de Whipple, ce qui n'avait pas été fait durant le siècle qui l'avait précédé. Tout ça lui vaut évidemment des récompenses. En 2010, il reçoit le Grand Prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière, 2011 la Légion d'honneur. Et là, vous voyez les images en 2015 lorsqu'il reçoit le prix scientifique de l'Institut de France, découverte, prix. Et au fil des années et de sa carrière, une prémonition qu'il dit plusieurs fois, en cas de virus respiratoire, la France n'est pas prête. On pense que globalement, notre état de préparation à une épidémie virale, et d'ailleurs on le voit chaque année au cours de grippe, est très mauvais. Et notre capacité à lutter contre la contagion des maladies respiratoires jusqu'à un passé récent était mauvaise. On ne sait pas bien gérer la transmission des infections respiratoires. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on est inquiet si apparaissait un nouveau virus grippal ou virus respiratoire. Voilà, il n'avait pas encore ses cheveux longs et sa barbe. Et le troisième fait marquant, Baptiste ? Eh bien, c'est que Didier Raoult et la chloroquine, c'est une vieille histoire. En fait, Didier Raoult est né en Afrique, à Dakar, au Sénégal, en 1952. Et c'est là-bas qu'il va découvrir la chloroquine, tout simplement parce que c'est ce qu'on prend pour se protéger du paludisme. C'est là-bas aussi qu'au début de sa carrière, le professeur va utiliser cette molécule dans de nombreux traitements, dans de nombreux essais cliniques aussi. On parle de trois faits marquants. David, il faut ajouter un accro. Dès 2006, premier avertissement, c'est une société de recherche américaine qui va mettre en doute ses méthodes et le suspendre de publication pendant 1 an. Et en 2018, on lui retire les labels CNRS et INSERM pour la même raison, toujours cette méthodologie. Pour certains, ce sont ces méthodes qui lui permettent de publier des centaines de papiers dans l'année. Pour d'autres, Didier Raoult a toujours ce sens du risque, l'esprit pionnier d'un certain Louis Pasteur. Merci Baptiste. Professeur Combe, vous le connaissiez avant cette crise ? Vous avez travaillé avec lui, par exemple, avec le professeur Raoult déjà ? Oui, je le connais. Avec un grand sourire. Alors pourquoi ? C'est un personnage intéressant. C'est un personnage de roman ou de bande dessinée. Et ses qualités alors reconnues de grand virologue Grand virologue, non, je pense pas. Honnêtement, il a peut-être été un grand bactériologiste. Oui. Voilà, mais pas virologue. Non, d'ailleurs, il y a un autre service de virologie à Marseille dont on ne parle pas beaucoup, mais ce n'est pas lui. Un grand chercheur, alors ? Oui, un chercheur. Oui, un chercheur, pas un grand chercheur. Il est quand même très controversé. Moi, je ne peux pas juger du tout ses travaux de recherche. Je ne suis pas dans ce domaine de compétence. Je sais qu'il a fait des choses super. Je sais aussi qu'il traîne un sacré nombre de casseroles derrière lui. Sinon, l'INSERM ou le CNRS ne lui auraient pas retiré son accréditation. Vous imaginez bien. Voilà. Tout en l'ayant honoré et récompensé en 2010. Oui, quelques années plus tôt. Alors, voilà. En 2010. Docteur Potet, vous le connaissiez, vous suiviez ses travaux, professeur Raoult, avant cette épidémie ? Non, avant cette épidémie, non. Évidemment, on s'y est intéressé au moment où on a commencé à parler de l'hydroxychloroquine. Personnellement, j'ai étudié à la fois l'hydroxychloroquine en me disant pourquoi cet homme en parle beaucoup, aussi haut, aussi fort, aussi d'une façon aussi
manifeste. Hein. Et du coup, je me suis aussi intéressé à sa personnalité, à ses travaux. Je pense que ça force le respect. Hein. C'est un homme de science qui a véritablement un socle très important. Je crois que c'est un spécialiste des maladies émergentes. Il n'y en a pas tant que ça en France. Il y en a d'autres. Mais il a une certaine autorité. Je dirais que dans les ranking lists, il sort assez haut. Il a fait beaucoup de publications. On lui doit beaucoup d'études sur les rickettsios, sur l'application de l'hydroxychloroquine, justement, dans la maladie de Whipple. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il a découvertes, qu'il a montrées. Je crois que ça force un petit peu le respect. Après, vous vous dites, avec une personnalité et un bagage pareil, on doit quand même écouter ce qu'il dit. Tout au moins, ça a le mérite d'exister. Et puis, excusez-moi, je pense qu'il a fait une chose que je trouve très intéressante en médecine, c'est qu'il a pratiqué, mais pas que lui, mais ce qu'on appelle le repositioning. Il faut savoir que dans une épidémie comme celle-là, on n'a pas le temps de mettre en place de nouveaux médicaments, de mettre en place des études. Les choses vont trop vite. Utiliser d'anciens médicaments, essayer de le retrouver à une nouvelle application, ce qui permet de se dispenser des études de tolérance, d'avoir un socle immédiatement de connaissances sur ce médicament, c'est quelque chose d'intéressant. C'est souvent des médicaments qui ne coûtent pas très cher. Il faut aussi penser à des pays qui n'auront certainement jamais l'occasion d'utiliser les antiviraux modernes. André, vous en aviez entendu parler du professeur Raoult avant cette Non, pas du tout. Moi, encore une fois, c'est en dehors évidemment du domaine scientifique ou médical, qui n'est pas du tout le mien. Moi, j'ai été très intéressé par ce parcours et j'ai été très intéressé, j'avoue. Vous savez, enfin, ça, c'est pas une révélation. Vous savez que j'aime beaucoup les gens qui sont en dehors des clous et qui pensent en dehors de la boîte. Voilà. Et d'ailleurs, que ce soit en sciences ou ailleurs, on le sait très très bien que la plupart des gens qui ont trouvé des choses, en général, pensaient en dehors de la boîte. C'est dans tous les domaines. Que ce soit de la poésie à la science, s'il y a quelque chose, je ne dis pas qu'il n'y a que ces gens-là qui trouvent, je dis simplement qu'à un moment donné, il faut effectivement mettre le pas de côté, être un peu latéral pour trouver des choses. Et moi, ce qui m'a frappé, très franchement, encore une fois, en observateur, en journaliste, en écrivain, c'est quand même, parce que même s'il passe partout, mais c'est le torrent de malédiction qui s'est abattu sur lui. C'était extraordinaire. C'est-à-dire, l'affaire Dreyfus à côté, je ne sais pas comment c'était, nous n'étions pas là, mais vous vous rappelez du dessin, ils en ont parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez des tas de déjeuners ou du dîner où les gens se déchirent, à tort ou à raison, à propos de Raoult. Et moi, ça m'a tout à fait dit, mais... Ça vous donne envie de le défendre? Ça me donne envie je dis, quelqu'un qui suscite, et attendez, qui suscite, parce qu'il n'y a pas que la France, on a vu ce qui s'est passé dans le monde, en Russie, en Inde et ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, et pas seulement la ZT, mais enfin, on va en parler de l'étude de The Lancet et compagnie. Quand on a vu qu'on a fait des études bidons, je dis bien bidons, pour décrédibiliser le protocole, je me suis dit, en tout cas, c'est intéressant. Un homme qui suscite ça ne peut pas être complètement mauvais. Voilà. Et vous, Sophie, en quelques mots, parce que va venir le temps de cette interview. Une bête de scène médiatique. Un type qui a absolument compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, quelles images prendre pour frapper les esprits. Je me souviens d'une interview, je crois que c'est au Figaro, au tout début, où il expliquait que les études en double aveugle, randomisées, comme le recommandent toutes les académies du monde, c'était vraiment un truc lamentable, puisque si on pratiquait ça avec le saut en parachute, eh bien, on aurait 50% de morts, puisque vous enverriez 50% de pauvres types sauter de l'avion sans parachute. Médicalement, je ne sais pas ce que vaut Didier Raoult, mais dans le domaine de compétences qui est le mien, c'est-à-dire la communication et les médias, là, je pense qu'il a une grande carrière devant lui. Alors voici cette interview réalisée tout à l'heure à Marseille. On en tirera ensemble les enseignements juste après. Interview mise en image par Luc de Guillage avec Sylvain Guillot, Jean-Marc Bellard et Mathieu Febvey. Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'IHU, dans votre bureau. On a énormément de questions à vous poser et ce soir on va tout mettre sur la table. Commençons par l'épidémie, si vous le voulez bien. Tout le monde constate que la courbe s'aplatit, mais vous dites, l'épidémie, c'est fini, c'est terminé, elle est derrière nous. C'est une conviction ou c'est une certitude ? Non, les choses sont pas si simples. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les choses ne sont pas juste oui ou non. Les courbes épidémiques, en général, ont cette forme-là. La plupart des courbes épidémiques des maladies
saisonnières qu'on a se présentent comme ça, qui sont une courbe en U avec une queue d'épidémie qui s'allonge plus ou moins, mais qui est ce que nous on voit. Et donc, ce que j'avais communiqué au président, d'ailleurs, je pense que ça a pesé dans la balance de la décision du déconfinement, puisque on voyait que si la pente continuait comme ça, c'est au mois de mai que les choses disparaîtraient ou deviendraient entièrement marginales. Et c'est des raisons très complexes et extrêmement difficiles à comprendre. Et je peux dire que personne d'entre nous, enfin dans les gens qui travaillent, ceux qui ont des opinions, c'est pas très compliqué. Mais parmi les gens qui travaillent, personne ne sait pourquoi l'épidémie commence comme ça, devient de plus en plus contagieuse, avec la durée entre la contamination et l'infection de plus en plus courte. Et puis un pic, et puis ça redescend, et puis la maladie devient de moins en moins contagieuse. Le climat ? La température, l'ensoleillement. Les maladies infectieuses, et en particulier les épidémies, ne sont que des maladies d'écosystème. Et donc tout ce que vous pouvez rajouter sera peut-être vrai en partie. Mais dans votre esprit, il n'y aura pas de rebond dans les semaines qui viennent. Mais est-ce qu'il n'y aura pas non plus de deuxième vague? Autrement dit, le virus ne reviendra pas à l'automne pour vous? Ah non, mais j'en sais rien du tout. Si vous voulez, l'histoire du rebond, c'est-à-dire du dos de chameau, si vous voulez, c'est de l'émotion. Alors, encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible. C'est comme ça. Et en plus, si vous voulez, au contraire, c'est ce que j'ai toujours dit sur cette maladie, c'est ce que j'ai expliqué. C'est une des raisons de discordance, d'ailleurs, que j'ai eues avec le conseil scientifique, c'est que on ne peut pas trop spéculer sur les maladies qu'on ne connaît pas encore. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder ceux qui l'ont eu avant nous, ce qui est le cas des Chinois, parce que leur épidémie a été terminée avant que la nôtre commence. Donc, on pouvait prendre toutes les leçons de ce qu'ils avaient pris. Et ils ont reconfiné aujourd'hui, les Chinois. Mais oui, une partie du territoire, oui, près de la Corée du Nord, près de la frontière russe. Oui, ben, c'est leur manière de fonctionner. Hein. Mais donc, si vous voulez, dans les épidémies de cette nature, jusqu'à présent, les épidémies qui sont elles ressemblent plus à des dos de dromadaires qu'à des dos de chameaux. Bon, maintenant, tout est envisageable, j'en sais rien. Donc, c'est la première chose, je n'en sais rien. Et deuxièmement, si vous voulez, l'avenir de ce coronavirus, j'en sais rien du tout, parce que... Vous êtes plus prudent aujourd'hui, alors? Non. C'est tout. Le problème des médias, c'est une espèce de simplification extrême. Encore une fois, si vous regardez ce que j'ai dit, et si vous comptez le nombre de fois où je vous ai dit je ne sais pas, à la fin de l'interview, vous serez surpris. Je commence la plupart du temps par dire je ne sais pas. Et ensuite, je vous dis quelle est l'hypothèse principale. Ça n'a rien à voir avec de l'affirmation. Il faut bien avoir une hypothèse pour répondre à une question. Non, parce que vous disiez, par exemple, mais le 21 avril, vous disiez, il est raisonnable de penser. Alors, c'est pas, je vous assure catégoriquement que, mais enfin, vous disiez, il est raisonnable de penser que d'ici un mois, il n'y aura plus de cas du tout dans les pays tempérés. C'était le 21 avril, on est un mois après. Bien sûr, l'épidémie, la courbe s'aplatit, ça c'est vrai. Mais enfin, il y a encore des milliers de cas tous les jours, un peu partout. En Europe, aux États-Unis. Ici, écoutez, honnêtement. Ici, on est à quelques centaines de cas par jour, en France, j'entends en France. Nous, je vois ici, on a un cas par jour. Un cas par jour ici à Marseille. Donc, si vous voulez, encore une fois, je suis ravi d'ailleurs qu'on fasse l'exégèse de mes textes. Ah ben je l'ai fait, j'ai regardé vos déclarations, je vais vous en donner quelques-unes. Je ne pensais pas que les choses que je racontais pouvaient susciter un travail aussi intense, mais j'en suis ravi. Cela étant, encore une fois, je vous le dis pour que les choses soient claires. Deux choses qui font partie. Vous savez que je suis un professeur et j'en suis très fier, donc je fais énormément d'enseignement. Il y a deux choses qui font partie de mon enseignement, c'est que la plupart du temps, je commence à dire je ne sais pas. Ce que j'enseigne à mes étudiants en thèse, c'est à dire je ne sais pas. La seule fois où je me mets en colère contre mes étudiants le jour de thèse, c'est quand ils répondent à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre et ils se croient obligés de répondre. Il ne faut pas le faire. Le principe même de séparer les gens qui ont connaissance de ceux qui ne l'ont pas, c'est être capable de connaître les limites de sa connaissance. Et la deuxième chose, c'est que je suis tout le temps capable, et je mets au défi les étudiants tous les internes, de me démontrer que ce que je dis n'est pas vrai, et s'ils le démontrent, je dis publiquement, c'est toi qui as raison, et je m'étais trompé. On vous posera la question tout à l'heure sur la chloroquine, sur ce sujet-là. Mais d'abord, simplement, vous aviez été jugé à ce point catégorique que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous avez quand même répondu, quand vous aviez dit l'épidémie s'est terminée, Didier, tu es un bon médecin, un bon chercheur, un excellent virologue reconnu, mais tu n'en sais rien.
2, tu t'es planté la première fois quand tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Donc voilà, Olivier Véran, vous avez... Moi, je commente pas non plus jamais ce que disent les gens. D'abord parce que je veux pas être désagréable. En plus, il a l'âge d'être mon fils, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui, si vous voulez. Je trouve qu'il a une situation complexe. Si on m'avait proposé le même métier, je l'aurais pas fait parce que j'aurais considéré que j'étais incapable de le faire. Et donc, il dit ce qu'il pense et puis il joue son rôle. Et puis, encore une fois, chacun joue son rôle. Lui joue le sien, moi je joue le mien. Et sur vos déclarations sur la première vague, là, vous vous dites j'avais été imprudent. Parce que j'en rappelle quelques-unes. Fin janvier, il y a 3 Chinois qui meurent. Ça fait une alerte mondiale. L'OMS s'en mêle. On en parle à la télé, c'est fou, on a perdu toute lucidité. Plus récemment, en mars, dans la Provence, je doute que ce virus fasse 10 000 morts dans le monde. Il en a fait 345 000. Non, il avait déjà fait en mars 10 000 morts. Qu'il fasse peu importe. Encore une fois, je ne veux pas parler de ce qui est médié. Je continue à penser. Alors, si vous voulez savoir... Mais pardonnez-moi, parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Beaucoup de médecins, d'épidémiologistes ont sous-estimé l'épidémie au départ. Si vous regardez ce que je dis et j'écris, encore une fois, je dis toujours, écoutez, j'en sais rien, l'avenir est imprévisible. C'est ma nature. Vous savez bien jusqu'à quel point j'ai des difficultés à croire à la modélisation et je ne crois pas plus à la mienne qu'aux autres. Il se trouve que, a posteriori, et on verra, les conclusions sont toujours trop hâtives quand la pièce n'est pas jouée. Donc il faut attendre la fin de la pièce, la fin du combat, on verra bien. Mais si vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu en Chine, d'accord, tout confondu, qui a considéré que c'est la chose la plus dramatique qui s'était passée dans une espèce d'émotion et de déraison qui a pris tout le monde. Vous verrez, c'est invisible. Ce qui s'est passé en Chine, c'est invisible. Mais il y a eu un confinement drastique. Non, mais là, vous me dites pourquoi. Moi, je vous dis quoi. Pourquoi, j'en sais rien. Vous non plus, d'ailleurs. Pourquoi, c'est une question à laquelle on ne peut jamais répondre, parce que les choses sont multifactorielles. Les Espagnols ont trouvé que les patients confinés étaient plus positifs que les patients non confinés. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous pensez que le confinement en Chine n'a pas eu d'incidence sur le bilan? Je n'en sais rien. Sur la épidémie. La seule chose dont je sois convaincu, parce que là, on a vraiment eu des chiffres, c'est la gestion de l'épidémie est liée au nombre de tests réalisés. Et donc, c'est une vraie question qu'à Marseille, on connaît par cœur, parce que les maladies infectieuses, beaucoup d'épidémies sont rentrées par Marseille. C'est qu'il y a eu 2 stratégies qui ont été mises en place. La quarantaine, ce que vous appelez le confinement, c'est la quarantaine. C'est-à-dire qu'on met ensemble des gens qui sont malades ou pas, mais certains sont malades avec des gens qui ne sont pas malades. C'est ce qui s'est passé sur les 2 bateaux. Par cellule familiale, simplement. On ne les met pas ensemble. Mais Oui, non, mais peu importe. Oui. C'est ce qui s'est passé sur les bateaux. Ce qui se passe dans les bateaux, c'est s'il y en a un malade, à la fin, tout le monde est malade. Enfin, non, ça atteint 65% des gens, ce qui semble être le maximum pour la raison qu'on ne comprend pas. Mais tous les gens susceptibles deviennent malades. Ou bien alors, vous faites la stratégie du lazaret, qui est on isole les gens qui sont malades. D'accord? Ou le sanatorium. Donc, nous, à Marseille, on a eu les 2 choses. On sait bien que la quarantaine ne marche pas. Ça ne marchait pas sur le choléra, ça n'a pas marché sur la peste du tout. Mais le lazaret, ça marche. C'est-à-dire que vous reconnaissez les gens qui sont malades, vous isolez les gens qui sont contagieux durant le temps de la contagion, puis ensuite ils peuvent ressortir. Nous, c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce que la France aurait sans doute souhaité faire si elle en avait eu les moyens. Il y a eu visiblement une pénurie de tests au moment où on aurait pu essayer de faire la politique qu'on développe aujourd'hui. Il y a eu une pénurie de tout, cette question. C'est pour ça que je me fiche un peu de ce que les gens pensent de moi. Si moi j'avais attiré l'attention sur ce que je pensais être l'impréparation du pays il y a 20 ans, quand j'avais fait un rapport au ministre de la Santé, au ministre de la Recherche, je pense qu'on n'est toujours pas plus près. Je pense la même chose. Aujourd'hui. Et ce qui s'est passé... Même depuis 2 mois. Même depuis 2 mois. J'attends de voir ce qui va se passer. Pour vous, c'est pas au point. Encore une fois, on verra bien. Pour l'instant, il est possible que quand l'épidémie il restera effectivement 10 cas par jour, on sera capable de faire ce qui aurait dû être notre capacité, c'est de faire entre 60 et 100 000 tests par jour. On comprend que vous êtes sceptique sur notre capacité aujourd'hui à tester encore. Je vois, si vous voulez, ici, pour pouvoir travailler, il n'y avait pas. Honnêtement, pour pouvoir travailler ici, il a fallu importer des gants dans des conditions acrobatiques, des masques dans des conditions acrobatiques, des blouses dans des conditions acrobatiques, parce que le pays ne pouvait pas les fournir. Donc ce n'est pas seulement une question de test. C'est-à-dire, nous n'étions pas... Et ça pose une question qui est bien au-delà de nous, c'est puisque nous n'avons plus de manufacture en plus, on doit compter sur la Chine ou sur l'Inde pour pouvoir nous donner des médicaments, des vêtements, des gants, des masques, parce que nous ne les produisons pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'autonomie et on n'a pas de stock.
Et donc, c'est pas seulement les tests. Les tests, ils existent pour dire la vérité. On pouvait faire des quantités de tests. J'ai eu une discussion très marquée avec Delfrécy à ce sujet, parce qu'il y avait, par exemple, les laboratoires vétérinaires ont écrit à tout le monde en disant, nous, on peut faire des dizaines de milliers de tests, et nous, ils nous ont donné de quoi faire des milliers de tests ici, ils nous ont donné. Ils ont dit, écoutez, problème d'organisation de l'État et de la machine d'organisation, de décision, et puis de mettre les objectifs. Je crois ça, peut-être je suis une famille de militaires. Il faut mettre les objectifs avant de se poser la question des moyens. On met les objectifs et ensuite on essaie d'ajuster les moyens. C'est ce que De Gaulle disait quand il disait l'intendance suivra. Alors, l'intendance doit suivre les objectifs et pas les objectifs ne doivent pas suivre ce que l'on croit être l'intendance, ce qui n'est pas l'intendance, mais ce que l'on croit être l'intendance. Alors je reviens à la situation d'aujourd'hui. Vous pensez que l'épidémie, même si vous dites en premier, je ne sais pas, mais on a des raisons de croire que l'épidémie est derrière nous. Est-ce que ça signifie pour vous, le gouvernement a une décision à prendre là en fin de semaine sur la deuxième phase du déconfinement, qu'on peut se permettre de déconfiner un peu plus largement? Vous savez, je ne me suis jamais prononcé sur le déconfinement en termes de décision politique. Globalement, pas d'ailleurs. J'ai évité de me prononcer en termes de décision politique parce que les décisions politiques sont multifactorielles. Il n'y a pas que la transmission ou les virus dans la décision politique. C'est une partie de la décision politique. Le confinement, moi, la chose dont j'avais le plus peur, que j'ai exprimé à plusieurs reprises, ce qui explique probablement, si vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre, ce que je pense, c'est que ce dont j'ai eu le plus peur, c'est de la peur. J'ai peur de la panique, profondément. C'est l'histoire de ma famille. Ma famille a vu la débâcle, si vous voulez, avec terreur, voir 11 millions de gens partir sur les routes de terreur. Et donc je pense que la peur, il y a eu plus de gens qui sont morts dans la débâcle que de gens qui sont morts dans la première partie de la guerre. Plus que de soldats. La peur est terrible. Et donc, si le confinement a aidé à gérer la peur, alors c'était une très très bonne décision politique. Je ne le sais pas. Mais si, oui, ça a empêché des conduites dangereuses et ça a évité la panique, alors ça a été une bonne décision. Et ça, c'est pas à moi de la prendre comme décision, c'est même pas à moi de la juger. Quand on vous entend, on a quand même toujours l'impression que on aurait pu se passer du confinement. Parce que là, vous en dressez les mérites, mais quand vous le faites, c'est pas tellement par rapport au virus, c'est plutôt par rapport à la peur du virus. C'est parce que c'est une décision politique. Encore une fois, vous savez, d'abord, comme je vous ai dit, les épidémies et les maladies sont des maladies d'écosystème dans lesquelles tout compte. Donc tous les éléments comptent. Donc c'est très difficile, mais vous pouvez pas. Oui, il y a pas. Vous pouvez pas. On peut pas actuellement dire, écoutez, on a la preuve. Regardez, vous comparez un pays dans lequel on a confiné, un pays dans lequel on n'a pas confiné, et il y en a un dans lequel il y a eu plus de cas, et l'autre dans lequel il n'y a pas eu plus de cas, même si l'environnement de l'écosystème apparaissait équivalent. Vous avez qu'à voir. On n'arrive pas très bien à comprendre. On regarde avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé dans les pays scandinaves et la Finlande. À peu près le même climat, la même population, le même background génétique. Ils ont eu des épidémies qui sont complètement différentes et qui ne sont pas liées spécifiquement au fait qu'il y a eu un confinement, pas un confinement. Je vous dis, la seule chose que nous, on voit en termes de cas, c'est et en termes de contrôle et de durée de l'épidémie, c'est... alors là, en revanche, va de soi pour quelqu'un comme moi qui fait ce métier-là, c'est que si on identifie les maladies contagieuses, il y a moins de cas quand même. Et globalement, on a le sentiment aussi que vous pensez qu'on en a fait trop sur ce virus et qu'au final, le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle. Là, je ne parle pas seulement du confinement, je parle globalement. Non, mais on a l'impression que c'est votre sentiment. Globalement, on a une hyperréactivité. Et encore une fois, moi, j'attends toujours, si vous voulez, j'attends toujours que l'on puisse faire les comptes. Bon, on fera les comptes, on verra bien, si vous voulez, on verra bien si... mais là, on est à 350 000 morts quasiment dans le monde. Oui, alors, est-ce que vous estimez que c'est une épidémie de grande ampleur? Encore une fois, il y a eu le confinement dans la plupart des pays. Ou bien que ce bilan, finalement, n'est pas si terrible que ça? Encore une fois, on comptera la fin. Vous savez, il meurt plusieurs millions de personnes d'infections respiratoires par an dans le monde. On verra. Moi, je peux vous dire ce qui se passe, alors, parce que ça, je le suis de très près à Marseille, vous voyez. À Marseille, le nombre de morts par infection respiratoire
ou le nombre de morts tout court, hein, sur les 5 premiers mois est à peu près du niveau de 2019-2018 et inférieur à celui de 2017. Donc, si vous voulez, c'est intéressant ce qui s'est passé, mais ça ne change pas les choses d'une manière qui est drastique. C'est le cas dans un certain nombre de régions françaises, à l'ouest notamment, qui ont été peu touchées par la contamination. Oui, et puis, encore une fois, pour des raisons qui sont étranges, que je serais bien incapable d'expliquer, on a eu très peu de morts par la grippe cette année, on a eu très peu de morts par un grand tueur, qui est le virus respiratoire syncytial, qui tue énormément dans le monde, énormément. Moins de morts cette année avec ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça a été remplacé. Bien sûr, il y a eu des morts par le Covid, il y a eu pas mal, hein, donc c'est visible. On voit un pic qui s'est passé plus tardivement que ce qu'on voit d'habitude, puisqu'on voit d'habitude, c'est plutôt l'hiver, et là, c'est plutôt le printemps. Mais les comptes, quand on regardera les comptes de ce qui s'est passé, il y a 2 zones dans lesquelles ça va marcher, dans lesquelles ça va changer les choses, c'est l'Île-de-France et le Grand Est. Alors là, il s'est passé quelque chose. Et donc, ça sera intéressant de comprendre ce qui s'est passé là, quand même. Hein. Alors, là, oui, là, il y a une surmortalité. Alors, la chloroquine. Ouais. Dernière décision en date, le Haut Conseil de la Santé publique, arrêt de la prescription de votre traitement pour les formes graves dans les hôpitaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre traitement, hydroxychloroquine, plus cet antibiotique qu'on appelle l'azithromycine, combinaison des deux, était jusqu'à présent autorisé dans les hôpitaux uniquement en cas de forme grave. Là, le Haut Conseil à la Santé publique vient de dire ce n'est plus autorisé dans les hôpitaux pour forme grave. Votre traitement, quelle est votre réaction ? Si vous voulez, comme il n'y a plus de malades, ça ne me touche pas beaucoup. Hein, donc, ça aurait été plus gênant il y a un mois, si vous voulez, parce que ça nous aurait bien Enfin, c'est un désaveu. Non, mais encore une fois, vous savez, les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Vous savez, je suis né... Pour vous, le Haut Conseil à la Santé publique, c'est le périphérique parisien ? Non, mais c'est une opinion comme une autre. Si vous voulez, je m'en fiche un peu. Théoriquement, c'est l'élite scientifique ou médicale française sur ces questions-là et qui émet des jugements. On a besoin de jugements, on a besoin d'appréciation. Écoutez, je suis pas sûr que... J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Je suis pas sûr qu'il y ait une science française. Vous voyez, je crois pas ça. Je crois que la science est mondiale. Je pense que les réflexions sont mondiales. Et donc, l'OMS vient de décider elle-même de se suspendre là. Ouais. Pardon ? Oui, l'OMS disait début mars que le médicament du Covid, c'était le Remdesivir, qui avait été testé dans aucun pays. Ça ne vous ennuie pas que l'OMS dise des bêtises sans arrêt, mais moi, ça vous ennuie. Mais personne ne trouve grâce à vos yeux ni l'OMS, ni les scientifiques français. Non, mais c'est pas moi. Encore une fois, vous vivez dans un monde sans mémoire, sauf quand d'un coup vous vous irritez contre quelque chose. Mais regardez ce qu'a déclaré l'OMS. Pourquoi vous faites l'exégèse de tout ce que j'ai fait ? Mais regardez, l'OMS a déclaré début mars que le traitement Covid était le Remdesivir. Est-ce qu'il y avait une étude dans le monde qui avait commencé à montrer le Remdesivir ? Toutes les études avec le Remdesivir montrent que le Remdesivir n'a pas sauvé une personne dans l'histoire de l'humanité. 0. Bon, et donc, on peut dire dans cette crise, tout le monde est faillible, tout le monde a tapé à côté. Bien sûr, tout le monde est faillible. C'est la nature humaine. Et puis la nature de la connaissance est d'évoluer en permanence. Encore une fois, très bien, les gens, chacun joue son rôle ou le rôle qu'il croit pouvoir jouer. C'est une chose. Vous savez, moi j'avais été très surpris. Vous avez, il y a 2 personnes qui ont fait un début de pétition, on peut dire comme ça, ou une intervention très franche, qui sont le prédécesseur du président du comité de santé publique et le prédécesseur du directeur de la NSM. Je leur dis qu'ils étaient d'accord avec moi. C'est intéressant. Donc vous voyez que ce n'est pas de la science brutale, c'est des humains qui ont une opinion. Est-ce qu'on découvre que la médecine, que la santé n'est pas une science exacte. Mais nous-mêmes, nous, journalistes, publics, nous ne savons pas quoi penser. Nous sommes... voilà, un coup, on se dit, tiens, ils ont raison, et un coup, on se dit, c'est le professeur Raoult qui a raison. Alors, c'est tout le problème, qui est un problème de fond, qui se pose pour vous depuis longtemps, le vrai problème, c'est la crédibilité, c'est qui est crédible.
Et c'est une des questions qui est la plus violente actuellement. C'est est-ce que l'on est crédible parce que l'on est nommé ou est-ce que l'on est crédible parce que l'on est crédible tout court? Enfin, beaucoup de ces personnalités ont aussi exercé, ont aussi vu des patients pendant des dizaines d'années. Mais puisque vous parlez de la crédibilité, le Haut Conseil se base, comme l'OMS d'ailleurs, sur cette étude du Lancet. Alors, le tout est de savoir si le Lancet, qui est une des plus prestigieuses revues médicales au monde, est crédible ou pas, mais cette étude, donc, c'est celle qui change la donne d'une certaine manière pour l'hydroxychloroquine. C'est pas une étude clinique, c'est une étude rétrospective. Donc le Lancet, enfin les 4 grands professeurs qui ont mené cette étude, ont extrait des données à partir de... Ils n'ont pas vu un malade. Ils n'ont pas vu un malade eux-mêmes. Ils en ont vu dans leur vie. Mais là, pour cette étude, ils n'ont pas vu un malade. 96 000 dossiers de patients venant de 671 hôpitaux dans le monde. Et ils ont fait 5 groupes. L'un des groupes, c'est les personnes qui ont pris de l'hydroxychloroquine associée à cet antibiotique, le traitement que vous suggérez. C'est plus de 6 000 personnes dans ce groupe quand même. Et puis ils l'ont comparé à un groupe de 80 000 personnes qui n'avaient pris aucun traitement. Et au final, ils constatent qu'il n'y a pas d'efficacité. Ils constatent même davantage, ils constatent que là, il y a une surmortalité dans le groupe qui prend votre traitement, plus de 3 fois plus. Mais j'y reviendrai, ça c'est les effets secondaires. Mais là, sur l'efficacité, vous dites, cette étude-là n'est pas valable. Pourquoi? Sur l'efficacité. Si vous voulez, il y a eu, je crois très précisément, parce que l'analyse des publications dans notre métier, c'est ce que je passe ma vie à faire. Donc j'ai l'expérience de ça. Donc vous les prenez au sérieux? Non, je les prends au sérieux quand je les ai lus. Donc pour vous mettre en phase avec le Lancet et le New England, je pense... C'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans une conversation, le directeur du Lancet, qui est Richard Horton, discutait avec l'ancien directeur du New England Journal of Medicine qui disait que plus le temps passait, moins ils étaient capables de faire de la science et que ça s'éloignait de plus en plus de la science du fait des pressions qui sont colossales autour de la recherche médicale. Les financements annexes de la recherche médicale deviennent trop puissants et y compris les méthodes d'analyse sont des méthodes qui sont guidées honnêtement par... le désir de continuer à vendre des médicaments dont on n'est pas sûr qu'on ait réellement besoin pour augmenter notre espérance de vie. Il y a une question de fond. Enfin, ça, c'est une manière de délégitimer toute la recherche qui va vers des publications. Non, parce que dans les publications, il reste encore une fois des publications qui sont des publications qui sont des publications d'observation qui sont faites par les gens eux-mêmes qui les observent, ou des publications qui n'ont pas de biais spécifique. Je vais vous donner 2 exemples qui sont très précis. D'abord, effectivement, cette étude, vous allez voir, vous êtes trop pressé pour regarder les résultats d'analyse. Moi, je les ai regardés très précisément. Si vous voulez, le nombre de morts qui est rapporté dans cette étude est supérieur au nombre de morts qui étaient déclarés dans toute l'Australie pendant la même période. Quand même, il y a eu très peu de morts en Australie. Mais justement, c'est pour ça que c'est assez facile à voir. Zone chaude et ensoleillée, elle a été peu touchée. Écoutez-moi, vous avez toujours raison, mais ça ne me convainc pas. Non, je me fais l'avocat de... Non, mais il n'y a pas d'avocat. Je ferais l'inverse si j'étais avec eux. J'attaque personne. Je dis simplement, il y a déjà 2 choses que personne ne peut croire quand on dit ça. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est grossier. Enfin, je vous donnerai d'autres éléments qui sont très, très grossiers. Il y a un combat idéologique contre la chloroquine pour des raisons que moi, je comprends très bien. Ce qui est très grossier, c'est que quand on dit, voilà, écoutez, le nombre de morts dans cette étude en Australie est de temps, et qu'on regarde sur la même période qui est déterminée et qu'il y a moins de morts en Australie que dans toute l'étude, c'est que quand même on a un problème de saisie des données. Comme ce travail n'est fait que sur de la saisie de données, s'il y a des problèmes aussi grossiers, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, il y a un problème qui est très étrange et qui est incompréhensible. C'est quand on regarde les facteurs de risque des patients de 5 continents différents. Diabète, athérosclérose, hypertension, consommation de tabac, ils sont tous au même niveau. Et ça, c'est impossible. C'est pas vrai. Il n'y a pas autant de fumeurs en Australie qu'il y en a en Chine, qu'il y en a aux États-Unis. C'est pas vrai. Donc, c'est juste pas vrai. À force de mouliner les données. C'est ce qui vous fait dire que cette étude est foireuse, pour reprendre votre terme. Non, mais c'est même pas une question. Je vais vous dire. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose, mais qui est très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à ma place et moi, je ne peux pas me mettre à l'autre. Vous êtes plus ou moins neutre, mais vous dites, écoutez, vous dites ça et eux disent ça. Mais moi, je ne suis pas dans cette situation. Nous, ici, on a traité 4000 personnes. Je les ai vues, c'est réel. D'accord, je suis dans la vraie vie. Et vous me parlez, vous dites, écoutez, il y a 2 écoles, ceux qui croient, et donc, si vous me laissez terminer sur les études, il y a 4 études qui trouvent
que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Toutes les 4 sont faites que sur du big data. Il y a des gens qui n'ont pas vu de malades. Et il y a 8 études qui ont été faites par les médecins qui ont observé les malades. Et il y en a 7 sur 8 qui trouvent que la chloroquine est efficace. Avec des groupes témoins? Oui, bien sûr. Que des études comparatives, bien sûr. Ces derniers mois? Oui, mais depuis quand voulez-vous que ça a commencé cette année, quand même? Donc, mais pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude? Avec un groupe témoin, et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement? Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les, les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi, je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non. Les gens comprennent ce que je fais. Ils ne comprennent pas, et vous ne le comprenez pas non plus. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. D'accord? Moi, je le comprends. Je sais ce que c'est mon métier. Alors, pardonnez-moi, je parle plus simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un groupe témoin placebo et un groupe témoin avec votre traitement? Vous savez quel est notre taux de mortalité ici? Sur 4000 patients traités, vous avez eu combien de 0,5% de mortalité. Est-ce que ce n'est pas le taux de mortalité général à peu près? Non, vous rigolez. Vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité? Alors, à Paris, dans le Grand Est, certainement. Mais dans les régions qui ont été peu touchées par le virus? Non, mais nous, on a été très touchés. Il y a eu beaucoup de cas ici. Qu'est-ce que vous racontez? Mais pas plus que Nice, par exemple. Pas plus que les Alpes-Maritimes, qui étaient tout près de l'Italie. Non, si, on a eu plus qu'ici. Au début, les Niçois ont commencé l'épidémie un peu plus tôt que nous, mais nous, on a eu énormément. Après les élections, je ne sais pas si ça va avoir les élections, mais il y a eu un boom absolument considérable. Non, il y a eu énormément de cas. Ici, honnêtement, il y a eu peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 000 cas de gens qui ont eu... Parce que vous avez énormément testé. Les Alpes-Maritimes qui ont beaucoup moins testé, mais au final, le nombre de morts, qu'on les teste ou pas, c'est un indicateur, avec le recul, bien sûr, puisque c'est à 5 ou 6 semaines. Oui, non, bien sûr que c'est un indicateur. Et les Alpes-Maritimes ont moins de morts qu'ici, rapportés à la population. Bien sûr, mais encore une fois, dans les épidémies, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, l'urbanisation, encore une fois, c'est une maladie d'écosystème, donc le degré d'urbanisation est un élément, c'est le degré de population dans une ville donnée. Donc nous, on a un degré d'urbanisation ou de densité de population qui est comparable au Rhône, par exemple, donc qui est un bon comparateur. Mais encore une fois, il s'est passé quelque chose dans la région parisienne, dans l'Île-de-France, on parle de l'Île-de-France, il y a eu plus de morts avec la même population qu'à Wuhan, quand même. Donc il y a une question, quand même. Et le confinement n'a pas été le même. Il a été plus tardif, il a été moins drastique. Non, mais moi, je suis content que vous m'expliquiez la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, mais globalement... carrément des bêtises. Le résultat des courses, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est pour ça qu'on a des difficultés à se comprendre. C'est parce que les gens... Et vous, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont malheureusement à la prise de décision, si vous voulez, se trouvent dans une situation dans laquelle ils confrontent des opinions ou des travaux en ne sachant plus lequel choisir des deux. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je rapporte ce que je fais, mais parce que je le fais, je sais bien ce qui se passe ici. Mais alors, je vous repose la question. Pourquoi, si vous voulez convaincre, professeur, vous avez envie que votre traitement, puisque vous y croyez, soit généralisé, qu'il aide à sauver des vies partout, pas seulement dans les Bouches-du-Rhône. Et si vous vouliez convaincre, pourquoi n'avoir pas fait cette étude en parallèle avec un groupe témoin? Non mais écoutez, on a encore une fois, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous écoutez trop la télévision. Je vous le dis, nous avons commencé par faire une étude dans laquelle nous avions un groupe contrôle, qui était les Niçois, justement. Et quand nous avons arrêté notre étude, c'est parce que notre objectif, qui était la durée du portage du virus, était atteint de manière significative. Et c'est ce que l'on fait dans la science quand on n'est pas excité ou quand on ne raconte pas des balivernes. C'est-à-dire que vous mettez un objectif prioritaire. Je vais vous parler d'objectifs prioritaires et je vais vous parler de ce que sont les interprétations de données. Et donc vous dites on l'a fait.
Bien sûr, on l'a fait. Mais vous n'avez pas publié ces résultats dans une revue. Non, mais moi je pense que la revue qui triche le plus de toutes actuellement, c'est le New England et le Lancet et British Medical Journal. Je pense que c'est ces trois qui trichent le plus, et je le sais. J'avais discuté avec mes amis, pareil, qui me disent, mais écoute, est-ce que tu peux pas faire une étude comparative utilisant tes données en faisant un matching avec des équipes? Il n'y a pas de problème, nous, notre banque de données est entièrement disponible. Donc on m'a donné un nom. Le nom de cette personne, je l'ai appelé, je dis écoutez, venez quand vous voulez, c'est ouvert. Prenez, vous regardez, tout est maintenant sur un énorme fichier anonymisé, 3600 personnes, vous pouvez regarder et piocher, regardez tout ce que vous voulez. Puis il m'a dit j'ai pas le temps, et le même méthodologiste extrême, si vous voulez, a fait une publication avec d'autres Français, tout à fait extraordinaire. Je vous recommande, vous ne pouvez pas le lire, c'est pas votre métier, mais vous regarderez si quelqu'un arrive à le lire pour vous. Dans British Medical Journal, dans lequel ils ont un groupe qui est effectivement traité par hydroxychloroquine et azithromycine. Et ce groupe, de 15 personnes, il y en a 0 qui partent en réanimation, 0 qui sont morts, et n'importe quel étudiant qui fait un test statistique là-dessus montre que c'est très significatif. Et ils n'ont pas fait le test en disant, nous n'avons pas fait le test parce que ça ne faisait pas partie des objectifs initiaux que nous avions. C'est extraordinaire. Donc, vous êtes dans un monde dans lequel vous vous rendez compte, ils trichent autant que dans le vôtre, le monde. C'est des humains. Vous croyez quand même pas que... bien, pour nous, grand public, vous nous dites, ces grandes revues, parfois elles font le travail à l'envers. Vous nous dites, l'étude randomisée, l'étude avec un groupe témoin, je l'ai en partie faite, mais je l'ai arrêtée. Et non, je ne l'ai pas en partie faite. C'est comme si on devait vous croire sur parole. Non, mais vous écoutez. Enfin, il y a le bilan à Marseille, mais encore une fois, ce bilan à Marseille, si on regarde dans les régions vous savez, comparables. Il y a deux choses, enfin, il y a plusieurs choses qui fait que nous avons des difficultés à nous comprendre parce qu'on ne joue pas dans la même pièce de théâtre. Je vais vous expliquer. Vous savez, ça, je suis d'accord avec vous entièrement. Je ne fais que poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui était mon objectif principal, d'abord, dans cet épisode-là, parce que j'estime que j'y étais vraiment prêt, que j'avais organisé cet institut pour le faire, c'est d'essayer de traiter le mieux possible les gens dans la situation dans laquelle ils étaient là. Laissez-moi terminer. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc, les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi, je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première partie de mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. Mon métier de médecin, c'était de gérer ça. Et maintenant, honnêtement, que les choses changent ou pas, comme la question ne se pose plus, honnêtement, pour mon métier de médecin, je suis paisible, je n'ai pas de problème. Alors, deuxièmement, laissez-moi terminer. Deuxièmement, je suis un chercheur. Et comme chercheur, je n'ai pas... La question du temps, chez moi, n'est pas la même que pour vous. Je m'en fous un peu de ce qui se pense aujourd'hui. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça ne change pas ma vie. Vous voyez, en réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu, je suis un stoïcien. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Donc sur le plan scientifique, vous savez, l'estime... Je vais vous dire, une des choses qu'on a découvertes ici, on était les premiers à utiliser les épidémies du passé, la peste, les premiers au monde. Ça a été un conflit de 15 ans. Pendant 15 ans, les gens disaient qu'on s'était trompé, qu'on avait contaminé, que c'était pas vrai. Maintenant, tout le monde utilise notre méthode, qui était d'utiliser les dents plutôt qu'utiliser tout. Tout le monde est d'accord avec nous. J'ai la BBC qui est venue ici me dire que je mentais. Qu'est-ce que je m'en fiche? Vous croyez que ça me touche? On ne joue pas sur la même distance de temps. Non, mais vous êtes un scientifique, vous parliez du passé, vous êtes un scientifique reconnu, un virologue reconnu dans le monde entier. J'ai deux questions avant d'en venir aux effets secondaires. Il n'est jamais arrivé que je trouve quelque chose. Jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé sans que je me sois fait traiter de tout en me faisant dire que c'était faux. Bon. Jamais. Alors, si vous aviez, donc, à la fin, on s'accoutume aux choses. Vous savez, on prend de l'expérience. Donc, on n'est pas très troublé. Voilà. Deux questions encore. Est-ce que vous imaginez qu'il y a une conspiration mondiale contre l'hydroxychloroquine? Parce que pour les Français, vous dites, c'est les Parisiens qui voient d'un mauvais œil. Mais pour les études, c'est la 4e étude, vous le disiez. Non, c'est pas... Quelle serait la motivation de ceux qui ne voudraient pas reconnaître l'efficacité de ce médicament? Je pense qu'il y a
si vous voulez, ça c'est mon avis, et bien entendu, il est critiquable. Je pense qu'il y a 3 ou 4 phénomènes. Vous savez, je ne crois pas du tout, vous savez, je me prends ni pour un héros, ni pour Jésus-Christ, ni pour... et donc, je suis bien plus surpris que vous de me retrouver en tête d'affiche à ce niveau-là, ce qui ne me paraît pas raisonnable. Vous ne l'appréciez pas? Non, honnêtement, non. Je sais que après, tout le monde fantasme. Je me présentais aux élections, si je devais faire la politique, j'en aurais fait. C'est une insulte d'ailleurs de penser que je pourrais faire la politique, parce que ça veut dire que je ne fais pas bien mon métier. Donc, non, ça pourrait être un prolongement. Ça vous pourrait croyez être une deuxième phase. Vous croyez que c'est de votre plus vie. important d'être un politique que d'inventer? J'ai inventé 12 traitements dans ma vie qui sont dans les encyclopédies. Plus important, ça peut être qu'à un moment donné, on peut avoir envie aussi de faire valoir son expérience dans d'autres domaines. J'ai pas ce goût. Je trouve, c'est un orgueil que je trouve que je fais très bien ce que je fais. J'ai pas envie de changer. J'ai envie de continuer. En plus, si vous saviez, on a des projets absolument fantastiques. On a des découvertes en cours qui sont extraordinaires, un peu retardées par ce Covid qui est venu parce que la vie est pleine d'inattendus. Alors pourquoi tout le monde est contre l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'il y a une volonté d'être contre l'hydroxychloroquine? Je vais essayer de vous expliquer, mais vous savez, les explications demandent un peu de réflexion. Donc il y a des phénomènes considérables qui sont en train de se mettre en place. Il y a un premier phénomène monstrueux qui est, on assiste à quelque chose qui déséquilibre notre monde de manière très puissante, qui est le changement du centre de l'innovation et de la puissance technologique qui est parti en Extrême-Orient. Voilà. C'est eux qui font toute la manufacture. Moi, à mon niveau, c'est mes seuls rivaux. C'est ce que je pense. Il n'y a personne en Amérique ou en Europe qui joue dans ma cour en termes de science sur les micro-organismes. Rien que ça. Il n'y a que les Chinois. Les Chinois, les Coréens, les Taïwanais. Vous savez, moi j'ai travaillé. Taïwan n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est pas. Ne faites pas de raccourcis. J'essaie de vous expliquer les choses comme si je pouvais vous les expliquer. J'arrive à les expliquer à mes étudiants, vous devriez pouvoir suivre. Donc la première chose, c'est celle-là. Il se passe quelque chose. Vous savez, moi j'ai trouvé plus d'un tiers des microbes qui infectent l'homme quand même. Hein. Donc je vois ce que c'est le niveau de compétition. Et je le vois monter avec beaucoup de. Les seuls qui aient des séries qui soient comparables aux nôtres, c'est eux. Les seuls qui aient des gestions dans lesquelles il y a une innovation dans toute cette maladie. Vous savez, les seuls qui aient innové, c'est les Chinois et c'est nous. Il faut dire la vérité. On a une quantité de choses que les gens ne regardent pas parce qu'ils se préoccupent juste d'une chose, mais on découvre une quantité de choses extrêmement intéressantes. Donc il y a un basculement du monde qui, pour moi, n'est comparable qu'à ce qui s'est passé avec la Renaissance avec l'Europe. Donc il se passe quelque chose qui est extrêmement important, qu'on sent tous. La deuxième chose, qui est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante, c'est que depuis un siècle et demi, notre civilisation avance, bien entendu, avec l'idée du progrès, que dans ce progrès, il y a l'augmentation fantastique, la multiplication par un peu plus de 2 de l'espérance de vie, et que cette époque est révolue. Voilà, le progrès là-dessus, on va pas plafonner à 80 ans, peut-être à 85 ans, on ne va pas vivre 120 ans. Quel est le lien avec l'hydroxychloroquine? Écoutez, soyez patients, c'est terrible ça. Vous comprenez pourquoi? C'est difficile, c'est si nerveux. Écoutez-moi. Je suis très tranquille, mais j'essaie de ça faire veut le lien. dire, et non seulement c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, l'espérance de vie au Kerala, c'est la même que celle dans le nord de la France. L'espérance de vie à Cuba est supérieure à celle des États-Unis. Et Kerala, c'est en Inde, hein, je le dis oui, pour ceux le sud de l'Inde. qui nous Et écoutent. la mortalité par le Covid était plus importante dans les pays riches que dans les pays pauvres. C'est une question. Donc si ça vous bouleverse pas, donc ça veut dire que quoi? Tous ces gens qui vivent sans aucun des médicaments qu'on a inventés depuis 20 ans et qui coûtent 80% du coût des médicaments, arrivent à une espérance de vie qui est la même que la nôtre, on peut se poser une question sur le modèle que nous avons, technologique de développement des médicaments. C'est une question. On ne sait pas forcément se contenter, ou en tout cas apprécier la qualité. Je rappelle que l'hydroxychloroquine, ça a 70 ans. Ça fait à peu près 70 ans que c'est utilisé. C'est plus compliqué que ça. Vous dites qu'on a l'obsession de trouver un nouveau traitement parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un traitement ancien existe. Exactement. D'accord, compris. Exactement. Et moi j'ai discuté avec des réanimateurs ici. Nous, tous nos protocoles thérapeutiques sont faits avec des médicaments génériques ici, tous. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont tous plus de 20 ans. Et je vous assure qu'on soigne très bien les gens. Et donc, il y a un changement de paradigme, ça s'appelle comme ça, un changement de modèle de pensée,
qui est de dire nous avons un capital de molécules que nous devons utiliser au mieux, et parfois dans des indications que nous n'avions pas avant. D'accord ? Ça nécessite un changement de modèle économique très profond, parce que notre système est un système qui est un système économique de type libéral et capitaliste. C'est comment on fait de l'argent avec des molécules qui sont plus protégées par des brevets. Cela dit, on recommande le Doliprane. On ne fait pas de l'argent avec le Doliprane. Non, mais on recommande surtout le Doliprane parce que on ne veut pas donner d'hydroxychloroquine. Si vous aviez la curiosité, mais je vous le conseille parce que c'est accessible. Vous regardez sur Wikipédia les accidents de Doliprane. Le Doliprane, c'est la première cause d'intoxication au monde. Tous les médicaments d'ailleurs, si on en prend trop, en dose excessive. Non. Vous essayez de pondérer ou de contredire ce que je vous dis. Non, regardez, vous avez des auditeurs qui regardent sur Wikipédia les effets secondaires du Doliprane, en particulier en anglais, s'ils arrivent à lire l'anglais. C'est la première cause au monde d'intoxication aux urgences. C'est la première cause de suicide réussi. Donc c'est un médicament extrêmement dangereux. Et c'est vrai que moi je suis pour, par exemple, que le Doliprane soit prescrit par ordonnance. Moi, je crois que c'est le médecin qui doit décider du traitement. C'est parce que je suis un médecin, j'ai un biais, peut-être je suis corporatiste, mais je crois que c'est le médecin qui doit décider du traitement qu'il prescrit. Et que le Doliprane est un médicament qui est effectivement un médicament, parce qu'il est distribué comme ça, que l'on banalise, on finit par penser que ça n'est pas un médicament dangereux, mais ça fait partie des médicaments pour lesquels la dose toxique est 2 fois la dose thérapeutique. Il y a l'étude de Lancet. On a compris que vous la contestez. En France, il y a le réseau pharmacovigilance. Alors là, c'est des gens qui voient des patients. Et les statistiques datent d'il y a une quinzaine de jours. Mais le réseau a relevé 159 cas d'effets indésirables dus à un traitement. 88% sont attribués à l'hydroxychloroquine, dont la moitié en association avec le fameux antibiotique. 4 cas de mort soudaine, 5 cas d'arrêt cardiaque. Et le réseau estime que les chiffres sont sous-estimés parce que tout ne remonte pas. Pour vous, est-ce que c'est ce qu'on peut accepter, ce qu'on doit accepter, parce que tout traitement... Non, mais vous savez... Ou est-ce que vous contestez ces chiffres aussi? Non, vous savez, la causalité, c'est une chose qui est compliquée. Et je me suis beaucoup battu dans le problème de la causalité quand j'étais plus jeune. Il y a une étude qui était merveilleuse, que j'ai reviewée d'ailleurs, vous voyez, pour le Lancet, mais qui n'a pas publié. Lancet. Il y a une étude extraordinaire, la plus grande étude au monde qui a été faite, où une équipe a demandé, cette fois-là, à chaque... C'est l'association des rhumatologues mondiale qui a fait ça, qui a demandé à chaque rhumatologue ces données sur les prescriptions d'hydroxychloroquine chez les gens qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, parce que c'est prescrit énormément. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est prescrit en rhumatologie de manière extrêmement banale. Et nous, les doses qu'on utilise, c'est celles qu'on utilise pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est les mêmes. Mais la rhumatologie ne favorise pas les arythmies cardiaques, comme ça peut être le cas dans 20% des cas par le Covid. La Covid. Non mais on reviendra... Bon, je vous laisse terminer. Donc, il y a, donc, sur 800 000 personnes, donc il n'y a pas, oui, c'est encore plus que 80 000 du Lancet, vous voyez, sur 800 000 personnes, il n'y a aucune augmentation du risque d'arrêt cardiaque, ni de troubles du rythme cardiaque. 800 000 personnes, c'est beaucoup, hein. Donc, si vous voulez, puis moi je vois, vous savez que j'ai des liens avec l'Afrique, mais mes amis africains rient beaucoup avec la chloroquine et l'oxychloroquine, ça fait beaucoup rire. Hein. Ça fait beaucoup rire quand on parle de problèmes cardiaques. Oui, bien sûr. Donc maintenant, encore une fois, donc, la causalité est une chose compliquée, et que donc l'hydroxychloroquine dans les morts subites, si vous voulez, c'est très difficile, sauf à faire des autopsies. Encore, les autopsies ne permettent pas toujours de comprendre ce qui s'est passé. Donc, les morts subites, c'est vous savez, pendant 50 ans, on a accusé les vaccins d'être à l'origine des morts subites du nourrisson, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ils mouraient. Donc il y avait un vaccin. La seule chose qu'on trouvait dans leur histoire qui était un peu atypique, c'est celle-là. Et la causalité, j'en n'en doutais pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Professeur Raoult, attendez. Ouais. Rien ne pourrait vous faire changer d'avis. Donc les études internationales, les effets secondaires... Globalement... Vous ne doutez pas, en fait. C'est pas ça. J'essaie de vous expliquer quelque chose que je n'arrive pas à vous expliquer, mais ça ne m'étonne pas, parce que j'ai des difficultés à l'expliquer. C'est pas une question d'opinion. C'est le praticien qui parle. Vous savez, ici, pendant 2 mois, tous les matins, comme je sais pas, vos techniciens l'ont aperçu, tous les matins, on passe 1 heure ou 1h30 ensemble, à 8 heures, pour faire le point de tout ce qui s'est passé. Il y avait ici jusqu'à 75 malades hospitalisés, on regarde pour chacun, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, etc.
à 10h30 et on se donne un certain truc. À 10h30, on a tous les résultats de virologie et donc on décide qui c'est qui est plus contagieux, qui c'est qui peut sortir, qu'est-ce qu'il fait. Tous les jours. Et vous croyez qu'on a laissé échapper quelque chose? Il y a en tout qui sont passés ici, en tout, des gens qui sont passés, il y en a qui sont passés avant d'aller en réa, il y en a qui ont eu le traitement qu'on voulait leur donner, d'autres qui n'ont pas pu le prendre ou d'autres qui ont refusé. En tout, on a eu 36 morts. Les 36 morts, on a les regardés, il y a un de mes collaborateurs qui a passé une semaine pour regarder très très précisément de quoi ils étaient morts. D'accord, il y en a un tiers qui sont morts après la réanimation de surinfection bactérienne, il y en a qui sont morts parce qu'ils étaient au bout de leur histoire à 85 ou 90 ans, il y en a un qu'on aurait pu rattraper parce qu'il a fait une embolie pulmonaire et c'était au début, avant qu'on sache qu'il fallait les anticoaguler. Donc on sait très bien de quoi ils sont morts. C'est pas virtuel ce qu'on fait. Donc on ne pourra pas sortir d'accord, puisque moi je resterai avec les 4000 malades qu'on a testés ici. Vous vous direz, mais c'est vous qui le dites, puisque moi je suis le médiateur entre mes malades et vous. Déjà c'est médier ce que je vous dis pour vous, mais pour moi c'est pas médier, moi je suis en prise directe avec. Mais d'un mot, vous dites on a eu 0,5% de mortalité, mais encore une fois ce taux il est comparable à bien des régions qui ont beaucoup moins précis l'hydroxychloroquine. Ah, vous croyez ça? Ah, il n'y a pas une série mondiale où il y a 0,5% de mortalité, zéro. Aucune. Les publications dont vous rapportez... Alpes-Maritimes... Non, mais je regarde simplement la mortalité. Non, mais donc vous parlez... Parce qu'au final, la mortalité, c'est ce qui fait la différence, c'est ce que vous disiez en début de... Oui, alors la mortalité, c'est ce qui fait la différence. Donc ce qui fait la différence, c'est quand vous comparez encore une fois, dans ces agglomérations urbaines, ce qu'on a fait, vous imaginez, parce que c'est très facile à faire. Sur Internet, c'est une facilité extrême. Vous regardez dans les agglomérations urbaines, et dans les agglomérations urbaines, il y a deux phénomènes qui sont très spécifiques. Alors on a une mortalité qui est inférieure de manière significative à celle de Lyon et du Rhône. Et puis alors bien sûr, Paris, on a quand même 5,5 fois moins qu'à Paris. Quand même. Mais vous disiez l'Île-de-France, le Grand Est, c'est des régions qui ont été particulièrement touchées par la circulation du virus. Particulièrement tuées. La circulation, personne ne la connaît parce que personne n'a fait les tests. Particulièrement tués, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de tests. Vous savez combien il y a de tests qui ont été faits à Paris? Vous savez combien il y a de cas à Paris? Personne ne le sait. On connaît les morts et les RR, c'est tout. Donc on voit une conséquence de la maladie, mais vous n'avez pas de chiffres. Moi j'ai des chiffres ici qui sont très précis parce que on doit être le 3e site au monde en termes de nombre de tests par habitant. D'accord? Devant nous, il y a l'Islande et les îles Féroé. D'accord? L'Islande a fait un travail absolument magnifique où ils ont testé 8% de la population. Nous, on n'est pas loin de ça en termes de nombre de gens testés. Je crois qu'on a testé 7% de la population. Donc on a une idée très claire de ce qu'était l'épidémiologie. Et d'ailleurs, si j'avais dirigé le groupe de recherche, ce groupe scientifique, c'est ce que j'aurais demandé, c'est qu'il y ait une dizaine d'études comme ça en France pour vraiment évaluer ce qu'était l'épidémiologie. Alors on a pris beaucoup de temps, beaucoup de votre temps, merci de nous l'accorder, mais c'était bien parce qu'on va au fond des choses. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est le personnage que vous êtes. Vous dites, je ne cherche pas la polémique, elle ne m'intéresse pas. Mais quand vous avez des formules comme lorsque vous étiez au Conseil scientifique, parce que vous avez été nommé au Conseil scientifique, vous en êtes parti en disant le consensus, c'est pétainiste. Quand vous avez des formules comme ça, c'est vrai. Vous cherchez forcément la polémique, vous cherchez forcément la lumière d'une certaine manière. Je n'ai pas dit. Attendez, vous confondez 2 choses. Le consensus, c'est Pétain. Vous confondez 2 choses, parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je ne cherche absolument pas la notoriété. Alors, je vous assure, j'en suis même... C'est pesant. La polémique, au contraire, j'ai jamais dit que je voulais pas de polémique. Écoutez, j'adore le conflit intellectuel. Je pense même il n'y a pas de science sans conflit intellectuel. Ce qui vous surprend, moi je fais beaucoup depuis 20 ans, je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire l'histoire des sciences, j'écris sur l'histoire des sciences. Il n'y a pas de progrès scientifique sans polémique. Si vous n'êtes pas dans une polémique scientifique, c'est que vous ne faites pas de science. Pétain, on n'est pas dans le scientifique. Non. Ce qu'il y avait de commun avec Pétain, si vous voulez, ce qui était une analogie avec Pétain, moi je dis ça parce que j'ai une famille de guerriers et de résistants, donc de la première heure, donc de 40. Donc j'ai été élevé avec ça. Donc on me racontait ça. Mon père et mon grand-père passaient leur vie à me raconter ça. Ma grand-mère était déportée à Ravensbrück. Écoutez, c'est des choses qui ont marqué ma famille. Pour la résistance. Donc j'ai été élevé comme ça. Et donc,
Non, mais on comprend le fond de votre quand pensée. on dit Le grand nombre n'a pas forcément raison. non seulement ça, mais si vous voulez, le défaitisme, c'est-à-dire on ne peut pas faire les tests et donc on ne va rien faire, on va dire aux gens, vous restez chez vous, on ne vous teste pas, on ne vous soigne pas et attendez que ça passe en prenant du Doliprane, pour moi, c'est la même chose que 40. Donc je pense ça comme ça, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire et donc on se rend, c'est ce que l'on pense. Et donc vous avez bien compris, c'est pas mon côté. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit aux uns et aux autres, je leur ai répété. Donc je pense, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour le combat, je suis pour essayer de trouver les moyens. Je pense qu'il faut essayer de faire pour le mieux comme on fait ceux qui ont réussi à maîtriser les choses. Et donc, je fais ça. Et donc, ça m'est égal. Mais parfois aussi, quand on vous a interrogé sur vos cheveux longs, votre barbe, que vous n'aviez pas il y a une dizaine d'années, vous avez dit aussi, j'ai lu ça, c'est pour les emmerder, c'était vos mots. C'est qui les emmerdés? Mais y compris vous, qu'est-ce que vous vous intéressez à des bêtises? Enfin, je m'excuse. Ça fait partie de votre personnage, professeur. Non, mais vous vous intéressez vraiment à des bêtises. Vous voyez bien. Enfin, si ça peut vous emmerder, je suis content d'ailleurs, parce que franchement. Moi, ça m'emmerde pas du tout. Non, mais franchement, vous vous intéressez à des bêtises. Ça me regarde. J'ai mes propres raisons. Je vous les ai montrées en cachette. J'ai mes propres raisons. Voilà, et la raison de la barbe, je ne vous la dirai pas, mais j'ai mes propres raisons. Et honnêtement, si vous imaginez que ça m'a d'ailleurs, vous avez bien vu, j'ai refusé de me faire maquiller, je m'en fous. Donc, ça m'est égal. Donc, accordez votre honneur. C'est pas mon problème. Et dernière question, la politique, vous dites ça m'intéresse pas. Vous êtes resté en contact avec Emmanuel Macron? Vous vous êtes rappelé depuis, parlé, SMS? Non, parce que moi je lui ai dit, et puis je reste comme ça, encore une fois, c'est mon histoire. Je m'excuse, je vais dire une chose, parce que j'imagine qu'il y a des oiseaux qui me voient comme de manière caricaturale. Vous savez, je suis une famille, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Je ne suis pas un voyou, vous savez. Et donc, j'ai un sens, je vous l'ai dit, je suis de ce pays depuis longtemps, j'aime ce pays, j'ai des liens très profonds avec l'Afrique aussi, mais je suis au service de ce pays, que les dirigeants soient de gauche, de droite ou du milieu. À chaque fois qu'on m'a demandé de participer à quelque chose, je l'ai fait. À chaque fois qu'on m'a demandé si je pouvais aider, de donner mon avis, je l'ai donné. Et donc, à chaque fois que je pense que j'avais quelque chose d'intéressant, je l'ai transmis au plus haut niveau. Et donc, je n'ai pas de rupture avec ça. Après, encore une fois, vous savez, j'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui font ce métier parce que je ne voudrais pas le faire. Donc, ça, on a compris. C'est pas bon. Pas de politique. Sauf que, alors, vous avez donné votre accord pour participer à une revue qui s'appelle Front Populaire, autour de Michel Onfray notamment, et qui clairement entend défendre un nouveau discours, un discours populiste, c'est pas un terme désobligeant. Et comme vous pourfondez facilement les élites, les Parisiens, est-ce que vous vous inscrivez, vous, dans cette mouvance-là d'idées? Non, écoutez, alors je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Parisienne, vous les pourfendez? Non, ce que je pense, c'est que Paris a une espèce de... Le Paris actuel, qui n'est pas le Paris ancien, où il y a de très grande gloire, y compris dans la famille. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé. Hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. Vous voyez, c'est un monde, pour moi, c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois. Quand je vais, ça me gêne, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. Je m'excuse de vous dire ça. Au contraire, je pense que vous avez un problème profond, un très grand problème, c'est que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le degré de performance dans l'analyse scientifique que vous avez probablement dans l'analyse politique. C'est dans l'analyse politique, je pense qu'il y a de très bons journalistes politiques, c'est mon impression, c'est une impression assez lointaine. Dans l'analyse scientifique, si vous voulez, je vois bien que vous n'avez pas l'usage des outils qui vous permettent de savoir qui c'est qui joue en première division, qui c'est qui est international, qui ne l'est pas. Et donc c'est un problème que vous avez, c'est-à-dire que vous dites, mais écoutez, les scientifiques, vous devez tous penser, mais c'est comme vous disiez aux footballeurs, vous savez tous faire avec un ballon. Mais c'est pas vrai, hein. Si vous voulez, c'est les humains, il y a une échelle logarithmique dans les qualités et dans les niveaux des gens. Mais simplement, vous ne la connaissez pas. Et c'est un problème. Et donc, si, effectivement, un jour on avance dans la réflexion scientifique,
Et ça sera ou pas nécessaire parce que le monde continuera. Et encore une fois, je ne suis même pas sûr que c'est une influence sur la longévité. On verra bien. Mais il faudra bien qu'il y ait des gens qui soient capables d'utiliser les outils que nous avons actuellement, nous, les scientifiques, pour distinguer ce qu'est l'élite scientifique du praticien scientifique modeste ou de celui qui ne fait pas de science du tout. Donc ça, nous avons ces outils-là et on les connaît. Vous, manifestement, vous ne les avez pas. Et donc vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Vous savez qui c'est le scientifique le plus cité en France actuellement? Vous connaissez son nom? En quelle matière? Toute matière confondue. Allez-y. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Mais cité par qui? Parce que quand on parle des revues, vous nous dites non, les revues, ça ne compte pas. Non, parce que, encore une fois, les revues dans les périodes critiques, elles sont, comme les journaux dans les périodes critiques, elles sont moins crédibles dans les crises qu'en dehors des crises. Pendant les crises, tout le monde perd les nerfs, y compris les revues. Mais si vous regardez sur le long terme, nous, notre manière de quantifier les choses, c'est le nombre de fois où vous êtes cité dans la littérature scientifique. C'est comme ça qu'on se quantifie. Alors, qui est-il? Guido Crémard. Vous le connaissez? Non. Je ne suis pas un journaliste. C'est le meilleur immunologiste du monde. Mais j'ai essayé de me faire le porte-parole du public. Merci, merci professeur Raoult. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Et oui, pour les choses réelles. Pour des choses réelles, mais comme d'autres. Merci, encore une fois, merci. Voilà pour cet entretien, donc réalisé tout à l'heure à Marseille, dans le bureau du professeur Raoult. Je vais vous demander à chacun peut-être une appréciation générale pour commencer. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? On rappelle qu'il y a un coup d'arrêt à l'hydroxychloroquine qui a été donné en France, mais aussi dans le monde via l'OMS, suite à cette étude du Lancet. Est-ce que là-dessus, vous l'avez trouvé combatif, convaincant, précis? Professeur Côme. Oui. Écoutez, moi, ça m'embête un peu de revenir là-dessus. Je trouve qu'on l'a beaucoup trop entendu ces derniers temps, quand même. Pour moi, ça relève en fait du principe du théorème de Brandolini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du théorème de Brandolini. Donc, la loi de Brandolini, c'est la loi d'asymétrie du baratin. Et en fait, elle s'énonce comme ça, je lis, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est beaucoup plus importante que celle qui a permis de le créer. Donc vous imaginerez le temps que ça me prendrait pour dire que c'est ce qui a été publié dans le Lancet, le New England, le British, des revues dans lesquelles M. Raoult d'ailleurs publie beaucoup, et il en est très fier aussi. Ça me prendrait trop de temps, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je pense. Et la principale, vraiment, c'est une très bonne application du théorème de Brandolini. Donc je préfère que d'autres que moi s'expriment. Et vous, docteur Potet? Alors c'est un peu étonnant. Moi, quand je l'avais étudié au début de l'affaire de la chloroquine, je l'avais qualifié, je vous cite, indestructible, truculent à souhait, cocasse, déconcertant ou aux couleurs originales et atypiques. Ça, c'est la façon dont je l'avais perçu au début. Là, très sincèrement, je le trouve éteint, émoussé, fatigué, avec un ego qui reste le sien, mais avec une virulence qui véritablement a beaucoup diminué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les questions qui lui ont été posées, peut-être effectivement le battage médiatique qui est fait actuellement, peut-être la façon dont vous l'avez géré, je ne sais pas trop, mais je l'ai vraiment trouvé émoussé, éteint, fatigué. Bon, je précise que vous n'êtes pas du tout un anti-Raoult, on l'a compris quand vous lisiez les qualificatifs que vous lui attribuiez il y a quelques semaines. Sophie? Non, il est vraiment intéressant. Je trouve cet entretien très intéressant parce que il apparaît, me semble-t-il, comme moins cabotin que dans les rôles dans lesquels on a pu le voir précédemment. Alors, c'est une autre manière de dire peut-être ce que veut dire le docteur Potet. On a vraiment le sentiment qu'il fait pas trop son show, si je puis dire, qu'il essaye réellement d'expliquer, etc. Ce que j'en retiens, c'est qu'il semble quand même plus mal à l'aise qu'avant. On remarque, je me disais, sur les gestes barrières, il n'est pas très bon. On nous explique qu'il ne faut pas trop mettre la main à notre visage. Par exemple, quand vous lui posez une question vaguement, qui semble vaguement l'embarrasser, etc. Alors là, c'est un festival d'anti-gestes barrières. Donc il me semble quand même que, contrairement à ce qu'il dit, il est forcément touché par cette avalanche d'études, des aveux, on va dire, qui va du Lancet à l'OMS, de l'OMS à l'Agence du médicament, de l'Agence du médicament au Comité de santé publique. Maintenant, est-ce que ça lui fait perdre de sa force de conviction vis-à-vis du grand public ?
mon intuition, c'est que non. Et que peut-être même c'est le contraire, puisque tous ces gens sont en fait à la fois des nuls et des malveillants. Et puis il a à l'appui de ça, c'est vrai, enfin une espèce de comment dirais-je, il y a une chanson de gestes qui repose sur un certain nombre de réalités telles que moi je les ai vues comme journaliste, c'est-à-dire on se dit sans en verser dans le complotisme, c'est vrai que moi, j'ai toujours pas compris. Je sais bien que le bon sens est l'ennemi quelquefois de la science, mais néanmoins, je n'ai pas compris pourquoi on incluait l'hydroxychloroquine éventuellement associée à un antibiotique à un stade où le professeur Raoult a toujours dit que c'était bien trop tard pour l'administrer. Et très sincèrement, un certain nombre de professeurs de médecine, dont certains d'ailleurs sont venus sur votre plateau à plusieurs reprises, m'ont dit qu'eux non plus ne le comprenaient pas. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont été faites par les institutions parisiennes, par les gens, les hauts gradés, vous voyez ce que je veux dire, de la médecine et de l'académisme. Il y a eu des critiques qui étaient vraisemblablement excessives et qu'aujourd'hui encore, alors que quand même là il subit, enfin c'est pas la meilleure semaine de son existence institutionnellement au professeur Raoult, mais il reste quand même que... quand il vous dit, enfin c'est incroyable, il vous dit mais on fait un sondage, moi contre Véran. Enfin, alors il en a certes rien à faire, mais enfin il aimerait bien un petit sondage qui montre que c'est quand même lui qui gagne. Mais je pense qu'il a raison. Je pense que pour détromper un raoultiste convaincu, il faudrait beaucoup plus que des études, beaucoup plus que des désaveux institutionnels. Et j'ajoute effectivement que il a l'argument qui... Enfin, je veux dire, qui convainc, qui consiste à dire « moi je fais ». Les autres, ils sont loin de leur dossier, etc. Moi, je reçois des patients, etc. Et ça, enfin, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bon, le professeur Combe reçoit des patients. Hein. Non, mais je parlais... Pardonnez-moi, je parlais pas du tout ça. Non, mais on parle pas de... Je parlais du directeur général de l'OMS, de l'agence du médicament. Vous savez, il a tout ce truc qui consiste à dire « c'est pas parce qu'on a un diplôme de médecine qu'on est docteur. Un docteur, c'est celui qui soigne, etc. » Donc, il joue beaucoup de toutes ces distinctions et on voit bien qu'au bout du compte, il met tous les sceptiques, tous les complotistes, tous les anti-élites, et ça fait quand même du monde de son côté. Alors André, je vous donne la parole, mais juste avant, validation ou pas de votre propos, Sophie, ce sondage Louis Harris, vous l'avez peut-être vu avant d'arriver, pour LCI, sur les bonnes et les mauvaises opinions vis-à-vis du professeur Raoult. Bonnes opinions, 45%, mauvaises opinions, 35%, ne le connaissent pas, donc ne se prononcent pas, 20%. Donc vous voyez qu'on a affaire à une France divisée, mais qui penche quand même en faveur du professeur Raoult, effectivement. Et si on regarde dans le détail, si on regarde par électorat ou par exemple, par critère du diplôme, c'est vrai qu'on retrouve plutôt cet électorat qui se dit traditionnellement proche de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est le cas quand on regarde les affiliations politiques. J'ajoute juste, André, une phrase, ce qui m'a vraiment beaucoup intrigué, c'est les 20% de gens qui ne le connaissent pas. C'est extrêmement faible. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Didier Raoult que la plupart des ministres du gouvernement Philippe. Oui, c'est la moindre des choses. Et ça, c'est quand même voilà. Mais encore une fois, ça ne tranche pas. Ces sondages-là, évidemment, ne tranchent pas les questions importantes de fond qu'on lui a posées tout à l'heure. Ces sondages, David, ces sondages sont des photos, et comme toutes les photos, elles sont dépassées 5 heures après qu'elles ont été proférées ou diffusées. Non, moi je vais vous dire, je crois que votre interview, je vais vous dire, je crois que beaucoup de gens qui ne connaissent pas les 20%, ils vont être très, très, très favorables à Raoult. Pourquoi ? Oui, et pas du tout effacé, pas du tout... parce qu'il se situe, et c'est très intéressant, par rapport au temps du journalisme, ça qui est très intéressant. Votre débat est un débat très intéressant, parce qu'il montre les temps très différents. Le temps du journalisme, le nôtre, n'est pas du tout le temps du médecin. Et ça a été très bien expliqué. Pourquoi ? Quand il dit 3 choses, il dit, attendez, il y a le problème de la science, le problème de la médecine, c'est sur le long terme. Il vous a répété 40 fois, on verra dans 3 mois, 4 mois, on fera les comptes. Le côté, on fera les comptes. Deuxièmement,
l'histoire, par exemple, des revues. André, mais les comptes, quand il disait 10 000 morts, puisque c'était déjà là qu'il l'a dit, on pouvait d'ores et déjà dire 345 000 morts aujourd'hui. Mais je vous ai interrompu. Qu'il ait dit des choses et qu'il ait dit... Je suis pas en train de... Il a dit ceci, il a dit cela, donc on arrête tout. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a, et c'est le ressenti, encore une fois, je ne vais pas juger de la légitimité scientifique de la chose. Mais aujourd'hui, il y a Raoult et il y a les autres. Et les autres, il faut quand même parler. Discovery, ça devait être la révélation, tout, etc. Discovery se casse la gueule. Il y a eu un du Luxembourg, il devait y avoir 3600 personnes, ou 4000 personnes, ou 10 000 personnes, il y en a eu 740. Donc, face au protocole Raoult, qu'on en pense ce qu'on en pense, il n'y a rien. Aujourd'hui, alors on parle, Remdesivir, formidable. Remdesivir devait tout régler, etc. Non, devait tout régler. André. Attendez, on voit ce qui se passe. Remdesivir n'a jamais été considéré autant que l'hydroxychloroquine, par exemple. Ce qui se passe. Et excusez-moi, je comprends qu'il y ait un peu de tout à l'ego là-dedans. Parce que le problème, je dis tout à l'ego, parce que le problème, attendez, Lancet. Non, mais parlons des choses. Vous avez cité 10 fois Lancet, et Lancet, cette grande revue. C'est une revue prestigieuse. Pardon. Après, on peut estimer que c'est une mauvaise revue. Mais les 96 000, pardon, David, les 96 000, vous avez dit vous-même que c'était rétrospectif, ce n'était pas avancé. C'est pas une étude clinique. Le cardiologue qui a fait ça a été pris sur 96 000 patients en cardiologie. Deuxièmement, Olivier Véran et compagnie, il faut quand même parler du fond. 96 000 patients en cardiologie. Pardon, oui, c'est-à-dire que c'est sur des malades cardiologiques qui ça a été pris. Pas tous. Tous. Les 96 000 Tous. Renseignez-vous sur ce qu'a fait l'étude de Lancet. Ça a été sur... Et oui, tous. Absolument. Bon, renseignez-vous. Première nouvelle pour moi. Pardon. Quand Raoult disait tout le temps, l'hydroxychloroquine doit être administrée au début avec la ZT. Pourquoi, je pose la question, un Olivier Véran, ministre de la Santé, et tout l'establishment, a dit non. D'abord, les médecins n'ont pas le droit de le prescrire, et deuxièmement, c'est dans les hôpitaux. Mais dans les hôpitaux, on sait très bien que c'est trop tard. André, pourquoi? On ne va pas refaire la polémique sur l'étude de Lancet, mais parce que la manière les dont personnes il qui vous ont été répond, traitées à l'hydroxychloroquine l'ont été 48 heures après la détection du virus. Donc à un stade quand même pas si tardif. Non, mais je veux dire... La maladie. Pardon. À l'hôpital. À l'hôpital. Qui vont à l'hôpital. Je suis étonné, excusez-moi, de l'absence de défense du professeur Raoult à ce niveau-là. Effectivement, il pouvait tout à fait dire ces patients sont des patients à l'hôpital, entre guillemets sévères au minimum, voire graves ou réanimatoires. C'est des patients qui ont des propensions à faire des troubles du rythme, qui ont des facteurs de risque, qui ont en plus des propensions à faire des baisses de potassium, qui rajoutent une couche dans cette histoire-là. Donc pas la bonne clientèle a priori pour l'hydroxychloroquine. Absolument pas. Et qui vont prendre de l'azithromycine à des doses importantes, associées à de l'hydroxychloroquine à des doses encore plus importantes. Ces patients-là, c'est logique, vont faire des troubles du rythme. Les Américains ont fait une étude qui montre tout simplement que si on le fait, on a 11% d'apparition de dégradation de la conduction cardiaque. Il faut sortir ces gens-là du traitement. 11%. Vous retrouvez à peu près les chiffres de 8% d'écart de gens qui ont fait des troubles du rythme. Ces troubles du rythme étaient attendus. On n'est pas surpris. Ce traitement a été donné sur des cas graves alors qu'il ne devrait pas. Je dirais presque que c'était inutile. Je vois pas. La polémique n'est pas à ce niveau-là. Ne devrait pas se situer à ce niveau-là. Voilà. Mais ce n'est pas de la polémique. Ce n'est pas de la polémique. Sans faire. Pourquoi? Et c'est une question qu'on ne peut pas se poser et que votre entrée impose. Pourquoi on a décidé, après tout, pourquoi on aurait pu dire, bon, ce protocole Raoult, on va voir ce qu'il vaut, on laisse prescrire et on va voir ce que ça va donner. Et si ça ne donne rien, ou au contraire, eh ben on va le sanctionner. Vous savez pourquoi on ne l'a pas fait, André? Pourquoi? Parce que si on fait ça pour tous les médicaments, il y a quelque chose qui s'appelle l'autorisation de mise sur le marché qui certifie théoriquement qu'un médicament est bon pour ce qu'il est censé traiter. David, pardon, la chloroquine, elle a été sur le marché pendant 70 ans, elle a été retirée par Agnès Buzyn en janvier 2020. André, vous savez qu'on ne parle pas de la même chose. L'hydroxychloroquine associée à cet antibiotique qui lui-même... sur lequel lui-même il y a des petits soupçons d'arythmie cardiaque, pour un virus qui lui-même provoque dans 20% des cas des questions d'arythmie cardiaque. Du coup, ça fait un tout, c'est pas la même chose que la Nivaquine qu'on prend pour aller en Afrique. On ne le sait pas. Mais pardon, cette espèce de... Moi, je reviens à l'histoire du Lancet. Je reviens effectivement à l'histoire de l'OMS.
Pardon, il y a des choses à dire sur l'OMS. Et c'est pas moi le dit. Vous savez, le ministre de la Santé allemand, hier, a dit effectivement, c'était à propos des fonds alloués par Trump à l'OMS, il faut surveiller les fonds de l'OMS. On sait très bien comment a été élu Gebrayel. C'est l'histoire de la Chine, on revient à la Chine. Quand il vous parle de la Chine, moi, au-delà de la polémique, quand il vous parle du fait que l'Europe est effectivement beaucoup moins armée pour combattre le Covid-19 que a été l'Asie, etc. Bon, à ce moment-là, c'est-à-dire c'est le temps. Je trouve qu'il a été, moi personnellement, il a été très maître du temps. Il n'avait pas, c'est pas une question de polémique, mais il est en train de vous dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et alors on revient au fond du problème. Un médecin traitant, c'est un médecin qui traite. Okay, quand on n'a pas de solution miracle, quand il y a une pandémie, André, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis ni pro ni anti Didier Raoult. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Mais je pose les questions. Et les questions que j'entends à propos de sa démarche scientifique et des questions qui peuvent paraître, effectivement, le remettre en cause. C'est bien normal. Avec quelqu'un d'autre, on ferait la même chose. C'est la démarche journalistique. Mais d'un mot, quand on dit c'est un praticien, oui, c'est un praticien, mais il est normal de remarquer que dans les Alpes-Maritimes, alors certes, Nice est moins grand que Marseille, mais que dans les Alpes-Maritimes où le virus a autant circulé que dans les Bouches-du-Rhône, a priori, puisque ça venait de l'Italie, les gens n'ont pas été traités autant à l'hydroxychloroquine et qu'apparemment le taux de mortalité est inférieur à celui des Bouches-du-Rhône. Je ne défends pas cela. Pourquoi Paris n'a pas été traité? Alors pourquoi, par exemple, on n'a pas? Il a posé la question, et c'est vrai. Mais moi, je me pose la question aussi, pourquoi on n'a pas les chiffres de Paris? Pourquoi on n'a pas les chiffres exacts de mortalité à Paris, de mortalité, etc. sur Paris? On les a, mais là-dessus, évidemment que la mortalité était supérieure à Paris qu'à Marseille. Mais on peut quand même estimer que le virus a beaucoup plus circulé, comme à Mulhouse. Encore une fois, juste là-dessus, je finis là-dessus. Moi, ce que je crois qui est vraiment très intéressant, c'est pour ça que, excusez-moi, professeur, votre théorie de Brandolini sur le baratin, il n'y a pas que du baratin là-dedans. Moi, j'ai été très frappé, je vous dis, que certains de vos collègues, encore une fois, et j'en ai vu en tant que journaliste une dizaine à une quinzaine, c'est pas statistique. Je peux vous dire une chose, c'est qu'ils venaient parler à la télévision contre la chloroquine et ils la prenaient pour se guérir. Ça, je peux en témoigner. Professeur Combe, peut-être que vous avez envie d'ajouter un mot? Écoutez, non, je crois que c'était intéressant, hein, tout a été dit. On voit bien que ça pourrait demander énormément de temps en application du principe de Brandolini de démonter tout ça, et beaucoup plus de temps qu'il en a fallu pour le monter, comme vous l'avez d'ailleurs souligné. Est-ce qu'il vous a paru convaincant lorsqu'il dit si l'OMS, la plupart des études internationales, le gouvernement français, le gouvernement suédois, par exemple, qui a décidé de se passer d'hydroxychloroquine, tout cela ne souhaite pas l'hydroxychloroquine. Au fond, s'il y a cette sorte de consensus, disons-le, depuis quelques jours, ça n'était pas le cas il y a un mois, c'est parce qu'on a du mal à imaginer qu'un vieux médicament puisse soigner un virus nouveau. Est-ce que ça, c'est un raisonnement qui vous paraît intéressant, recevable? On aurait bien aimé que ce vieux médicament qui ne coûte pas grand-chose permette de soigner les malades, surtout dans les pays comme l'Inde, le Brésil, où les malades sont en train de mourir par milliers sans traitement. Donc on aurait vraiment aimé que ce médicament marche. Donc vous dites il n'y a pas du tout de... Pardonnez-moi, mais oui, certes, je suis bien d'accord avec vous, en termes humains, on est bien d'accord. Est-ce qu'en termes économiques, en termes d'intérêt industriel, c'est la même chose? Est-ce que les conflits d'intérêts que peuvent avoir certains leaders d'opinion ont pu jouer dans la manière dont ils, pardonnez-moi, méprisaient un peu publiquement l'hydroxychloroquine, ou est-ce que ça vous paraît un raisonnement complètement insensé que de mettre cette hypothèse sur la table? Vous avez tout à fait raison de mettre cette hypothèse sur la table. Je pense que c'est un problème majeur dans le monde actuel, que celui des conflits d'intérêts de certains leaders avec l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est un problème majeur, que moi, personnellement, je n'ai pas, mais dont il faut se poser la question sur le fait que Didier Raoult ne puisse l'avoir, parce que je crois que son institut est financé énormément par les laboratoires pharmaceutiques. Écoutez, lui, je ne sais pas. Non, mais... Pardon, André, on fait tourner la parole. Docteur Potet.
Juste une chose, j'ai l'impression que le problème, c'est que quelque part, il faudrait que l'hydroxychloroquine soit un traitement qui soit donné pour son universalité, c'est-à-dire largue à main nue à tout le monde dès le début, etc. Je pense que c'était ce que voulait imposer le professeur Raoult. Je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il persiste certainement des niches de prescription, c'est-à-dire des endroits sur lesquels ce traitement devrait pouvoir être efficace. Comprenez, ce médicament revendique des propriétés antivirales qui n'ont été démontrées qu'in vitro, c'est-à-dire sa propension à empêcher le virus de pénétrer les cellules. Ça n'a jamais été démontré in vivo, on en est resté là. Mais par contre, il y a une propriété qui est démontrée, acceptée même, c'est son action immunomodulatrice. Celle-là, elle est reconnue d'ailleurs, elle est utilisée dans le lupus. Et nous, c'est à ce niveau-là qu'on se pose la question. Ce médicament-là, pour son activité immunomodulatrice, pourrait s'opposer à ce qu'on a appelé le rage cytokinique, c'est-à-dire cette perturbation du phénomène immunitaire qui fait que l'organisme se retourne contre lui-même, un peu comme dans le lupus. Ce qui fait que ce médicament pourrait avoir une utilité sur cette niche-là. Quand vous voyez quelqu'un qui présente une manifestation auto-immune et un emballement du système immunitaire, je pense que là, il a son intérêt. Par contre, c'est extrêmement lourd et difficile à prescrire pour un médecin traitant. Je peux vous en parler, je l'ai fait. C'est la surveillance cardiaque. Et oui, c'est très compliqué. Oui. Il faut faire des ECG de façon très suivie avant le traitement, 4 heures après la première prise, au deuxième jour, etc. C'est très compliqué à porter. Et pourtant, je reste persuadé qu'il a une utilité qui reste à démontrer. Merci à vous quatre. Je vous montre les chiffres du jour rapidement. En ce qui concerne d'abord le nombre de personnes toujours en réanimation, 1555 personnes. Chiffre de cette fin d'après-midi, 54 personnes en moins dans les lits en réanimation pour cause de Covid. 37 nouvelles entrées en réanimation ces dernières 24 heures. C'est la deuxième courbe. Voilà, les tendances se confirment. Le nombre de décès, 28 530, plus 315 depuis jeudi. Il n'y avait pas eu de chiffre ces derniers jours. Plus 315 donc sur 5 ou 6 jours. Donc vous voyez que là aussi, c'est la même bonne tendance qui se confirme. Merci encore au professeur Raoult. C'était très intéressant de pouvoir aller le rencontrer et lui poser encore une fois toutes les questions pour que chacun se fasse son opinion. Et on a entendu la diversité des points de vue aussi, y compris du point de vue médical ici. C'est le sens de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et tout de suite, c'est le journal de 20h avec Gilles Boulot. Merci, à demain.